Bonjour tout le monde, vous écoutez un podcast qui s'appelle Le Miroir Tranquille, un podcast sur la méditation et la philosophie. C'est la canicule ici à Paris, donc si je me mets à dire des choses incohérentes, c'est à cause de la chaleur. Et aujourd'hui j'enregistre le 4e épisode, signe que je n'ai pas abandonné le projet, signe que vous devriez vous abonner. Et ce 4e épisode porte sur comment méditer, dans le sens d'exercice spirituel de la philosophie orientale. Ce que je pense être la meilleure façon de méditer, et du coup c'est une description de comment moi je médite. Après, bien sûr, le mot méditer peut désigner pas mal de choses, et ce que je vais décrire là, c'est juste une option, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux personnellement, disons. Et ce que je vais décrire, en fait, c'est un peu deux exercices l'un à la suite de l'autre. Et la raison pour ça, c'est la conséquence de ce que je raconte dans le premier épisode que j'ai enregistré, qui s'appelle « Un problème avec la méditation de pleine conscience ». Dans cet épisode, je fais une distinction entre deux pédagogies de la méditation différentes, et je présente les avantages et les inconvénients de ces deux pédagogies. Et comme je pense qu'en fait, elles se complètent, la méditation que je pratique, c'est une tentative d'avoir les avantages de l'une et de l'autre, et de les combiner. Donc si vous voulez vraiment comprendre les choix que je fais pour ma pratique, vous pouvez vous référer à cet épisode-là, mais je pense que je vais en répéter des éléments de toute façon ici. Alors, je devrais commencer, sans plus attendre, à décrire ce que je fais. Dans l'idéal, je le fais tous les jours, mais parfois je perds l'habitude de le faire. Et ce que j'ai remarqué qui est assez marrant, c'est que par coïncidence, les moments où j'explique pourquoi il faut méditer et comment méditer, c'est toujours les moments où j'ai perdu l'habitude et je ne le fais plus moi-même. Donc il y a toujours un petit peu de mauvaise conscience dans mon explication. Et dans le pire des cas, je pense que je le fais pas souvent, mais dans le pire des cas où ça devient vraiment un sermon, et je dis oui, il faut méditer, c'est important, il faut méditer tous les jours. Quand je suis dans cet état d'esprit-là, c'est que je suis travaillé par ma mauvaise conscience et le fait que j'ai pas médité depuis un moment. Enfin bref, récemment j'ai perdu l'habitude avec la canicule, avec la façon dont j'ai changé ma routine matinale pour accommoder la chaleur de l'après-midi. Bref, je vais vous décrire l'idéal. Idéalement, je médite tous les jours 15 ou 20 minutes le matin. C'est parmi les premières choses que je fais, ou même la première chose que je fais. Sinon, il y a tout un tas de tergiversations qui s'interposent entre moi et la pratique. Je me dis que j'ai pas le temps, ou que c'est pas si important que ça, ou blablabla. Vous connaissez le blabla. Ou j'ai la flemme, ou je ne sais quoi. Je pratique assis ou allongé, mais pas en position du lotus. Et assez souvent, je médite les yeux ouverts. Ça, je sais pas à quel point c'est rare. Ça doit peut-être venir de la tradition Dzogchen, qui est une des moitiés de l'exercice qui, comme je l'ai dit, est en fait deux exercices en un. D'une part Vipassana, d'autre part Dzogchen. Et ces 20 ou 15 minutes de méditation sont divisées en deux parties inégales, c'est-à-dire le premier exercice, partons du principe que je médite 20 minutes. Les 15 premières minutes, ça sera Vipassana. Les 5 dernières minutes, ça sera Dzogchen. Ce qui fait que parfois, pour les 15 premières minutes, j'ai les yeux fermés, et pour les 5 dernières, j'ai les yeux ouverts. Et c'est des détails qui ont une certaine importance. Je dis pas ça juste pour être exhaustif. Le premier exercice, j'essaie de le conceptualiser comme un exercice physique. C'est-à-dire essayer d'enlever toute l'espèce de culture hippie qui consiste à dire, en gros, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer. Il faut juste, suivre le courant ou je ne sais quoi.
se laisser aller, Hakuna Matata. Je me moque, mais il y a un peu de ça de toute façon, parce que effectivement, l'exercice consiste à se focaliser sur votre expérience telle qu'elle est et ne pas la juger, ne pas être perdu dans ses pensées, ne pas bavarder dans sa tête, mais sans essayer de supprimer le bavardage, cultiver une sorte d'attention à votre expérience telle qu'elle est, qui, de façon fiable, au moins sur le long terme, réduit ce bavardage, le diminue. Et donc, avec ce que je propose, dans les 15 premières minutes, on fait ça, on se concentre, on se focalise sur absolument tout ce qui émerge dans notre expérience, que ce soit des sons, des sensations, des pensées même, des images qui nous viennent. Tout ce flux de pensées et même de raisonnement n'est pas un signe d'échec. On accueille tout ça en pleine conscience, donc des peurs, des inquiétudes, des pensées au fait qu'on doit faire les courses. Donc dans cet exercice, on est ouvert à tout ce qui intervient dans notre expérience. Et la personne qui comprend pas ce qu'est la méditation de pleine conscience peut dire des choses comme « Ah bah je pouvais pas méditer parce que mon voisin faisait du bruit, etc. » Dire ça, c'est ne pas comprendre l'exercice, parce que le bruit que fait le voisin et peut-être les émotions négatives qui accompagnent ce fait, et même jusqu'à la pensée qui nous traverse l'esprit selon laquelle la méditation est incompatible avec le bruit du voisin, tout ça, c'est possible de l'accueillir en pleine conscience. Ce qui veut juste dire se focaliser dessus sans jugement et voir notre expérience telle qu'elle est. Et ça, cette pratique a des bénéfices qui sont scientifiquement prouvés, comme la réduction du stress, ce genre de choses. Mais si on veut décrire les choses non pas scientifiquement mais subjectivement, on peut se rendre compte et dire que souvent on souffre parce qu'on est perdu dans nos pensées à fantasmer des problèmes, à s'inquiéter du futur, à avoir des remords pour le passé, même à s'inquiéter du présent en fait. Et toutes ces inquiétudes et cette souffrance psychologique peut être réduite simplement en apprenant à observer notre expérience telle qu'elle est. Voilà, donc il y a pas mal de bénéfices à la méditation, mais pour juste mentionner un, cultiver une position à partir de laquelle vous n'êtes plus l'otage de votre bavardage mental, a pour conséquence que vous n'êtes pas nécessairement prisonnier des implications émotionnelles du dit bavardage. Si vous pensez à quelque chose de triste, vous êtes triste. Vous vous sentez bien seulement si vous pensez à quelque chose qui vous fait plaisir. Et vous n'avez aucune marge d'évitement entre penser à quelque chose qui vous met en colère et impulsivement réagir de façon colérique, avec toute la souffrance que ça produit. La forme que prend généralement ce premier exercice, c'est que vous vous concentrez sur votre expérience telle qu'elle est, puis vous vous perdez dans vos pensées, puis vous revenez à vous-même, vous vous reconcentrez, vous vous reperdez dans vos pensées, etc., etc. Donc si je devais développer l'analogie avec un exercice physique, je comparerais ça à des pompes où vous descendez, remontez. Et je crois que c'est important comme analogie parce que les débutants, généralement, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se sont perdus dans leurs pensées, ils se sentent mal, ils ont l'impression d'avoir échoué. Or, je pense que cette espèce de respiration, d'inspiration et d'expiration entre le fait d'être en pleine conscience et le fait d'être engagé ou même perdu dans ses pensées, ça, je pense que c'est une respiration naturelle qui doit avoir ses raisons dans la façon dont le cerveau est structuré. Il a été prouvé que la pleine conscience renforce une partie du cerveau, et je me souviens plus de laquelle, mais du coup, il faut faire une analogie avec le fait de renforcer ses muscles en faisant des pompes régulièrement. Et lorsque vous vous concentrez en pleine conscience, voilà, c'est bien, mais lorsque vous parvenez à revenir à vous-même lorsque vous étiez perdu dans vos pensées,
ça aussi c'est bien. C'est un moment à célébrer. C'est pas un moment où il est légitime d'être triste parce qu'on a échoué l'exercice et qu'on est sorti de l'exercice. Tout ça fait partie de l'exercice. C'est normal. C'est pas moi qui ai eu l'idée de reconceptualiser ce moment comme une victoire. C'est l'idée d'un journaliste qui s'appelle Dan Harris. H-A-2-R-I-S. C'est son idée à lui et c'est une bonne idée, ça aide les débutants. Donc voilà, j'ajoute l'idée que c'est comme monter et descendre quand on fait des pompes. Alors ça, c'est pour le premier exercice et j'espère que j'oublie rien. En gros, l'idée à retenir, c'est que là, avec cet exercice, c'est le moment de cultiver par l'intensité de sa concentration des pouvoirs de concentration encore plus grands. Non pas pour pouvoir raisonner mieux avec plus d'intellect, mais pour pouvoir être plus ancré et plus présent à sa vie telle qu'elle est. Et ne pas s'envoler dans toutes les directions dès qu'on a une pensée qui nous perturbe en réaction aux aléas de la vie. À une certaine époque, je bannissais complètement le mot concentration de mon vocabulaire quand je parlais de la méditation, parce que je me disais, oui, non, c'est pas une question de pratiquer quoi que ce soit, ou de se discipliner, ou d'obtenir des résultats tangibles, ou de se concentrer pour obtenir des résultats. J'essayais de résister à l'analogie avec l'exercice physique, et pour des raisons que je pense légitimes, mais cette tentative de décrire la méditation, de décrire ce qui, dans la méditation, n'est pas comparable au fait de faire des pompes, cette tentative, je l'ai transférée aux 5 dernières minutes de ma pratique, ou de la pratique que je vous propose, disons. Et pour moi, ces 5 dernières minutes, c'est vraiment le cœur de la spiritualité. Et pourtant, c'est juste 5 minutes, alors que l'autre exercice, c'est 15 minutes, ou 10. Je fais soit 15 de l'un et 5 de l'autre, soit 10 de l'un et 5 de l'autre. Mais cette deuxième phase, c'est toujours 5 minutes pour moi. Et 5 minutes, c'est pas beaucoup. Et la raison pour laquelle je ne dédie pas énormément de temps à ce que j'estime être le cœur de la spiritualité et de ma pratique, c'est que je pense que les pédagogies subitistes, qui disent que l'éveil spirituel c'est tout de suite maintenant, il n'y a rien à faire, juste à comprendre quelque chose, je pense qu'elles ont mis le doigt sur quelque chose qui est correct. On peut parler du projet de méditation de pleine conscience, si on veut dire vipassana, comme une sorte de maintenance de notre cerveau, dont on prend soin, avec tous les effets psychologiques bénéfiques que ça a. Mais il y a quelque chose de profond et de simple à réaliser sur la nature de votre expérience en ce moment même, et cette réalisation ou cette compréhension ne nécessite pas d'entraînement mental particulier. Même sans entraînement, vous pouvez remarquer que ce à quoi vous vous identifiez généralement au sein de votre expérience n'est pas nécessairement ce que vous êtes, subjectivement. Pour le dire d'une façon que Sam Harris, cette fois pas Dan Harris mais un autre, le dit souvent, lorsque vous êtes dans une pièce avec des gens, votre tête ne fait pas partie de votre expérience, visuellement parlant. Vous voyez des têtes dans cette salle, mais pas la vôtre. Et pourtant, lorsqu'on n'est pas en pleine conscience, c'est comme si notre tête faisait partie de notre expérience visuellement, parce qu'on se l'imagine. Peut-être que ça vous semble fou tout ce que je dis et que vous comprenez pas et vous ne vous y reconnaissez pas, mais faites l'expérience, fermez les yeux et secouez la tête rapidement de gauche à droite. Si vous êtes comme moi, vous pouvez pas vous empêcher d'imaginer votre tête lorsque vous êtes tout seul dans votre chambre, en train de la secouer comme ça. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas besoin d'un public réel pour vous sentir self-conscious, c'est-à-dire embarrassé mais aussi conscient de soi, littéralement, en anglais. Mais peut-être que vous n'êtes pas comme moi et que vous pouvez secouer la tête de cette façon tout seul dans votre chambre et pas vous sentir self-conscious. Et dans ce cas, je vous invite à aller dehors, en public, dans un lieu public,
et à fermer les yeux et à secouer très rapidement la tête de gauche à droite. Et alors vous verrez peut-être ce que je veux dire quand je dis que on s'imagine notre tête. C'est pas juste qu'on a des sensations tactiles ou je ne sais pas comment ça s'appelle, proprioceptives peut-être. C'est pas juste qu'on a des sensations de notre tête indépendamment de la vision de notre propre tête qui elle requiert un miroir. C'est pas juste ça. On s'imagine notre tête d'une façon qui épouse le regard de l'autre, qui est façonnée par le regard de l'autre, alors même que l'introspection la plus élémentaire nous révèle que notre tête fait pas partie de notre expérience comme ça. Et je crois qu'il y a 2 réponses à tout ce que je viens de dire là sur la tête et le fait de s'imaginer sa tête et tout ça. La première possibilité, c'est de ne pas comprendre ce que je viens de dire. Peut-être que je me suis pas assez bien exprimé ou peut-être que cette personne a des lacunes en introspection et qu'un certain entraînement est nécessaire pour cette personne. Ou bien, et je pense que c'est assez fréquent, on voit ce que je veux dire, au moins à peu près, mais on voit absolument pas en quoi ça peut être important ou lié à l'éveil spirituel et à tous ses bénéfices psychologiques. Et on se met à dire quelque chose comme « D'accord, on peut peut-être dire que ma tête ne fait pas partie de mon expérience, mais et alors ? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de profond à comprendre par rapport à ça ? » Ça, cette compréhension, c'est quelque chose que je réserve aux 5 dernières minutes de la séance de méditation. Et dans ces 5 dernières minutes, je ne me focalise pas sur tout ce qui émerge dans mon expérience. Ça veut pas dire que si le voisin faisait du bruit, ça gâcherait l'exercice. Mais en règle générale, on peut dire que je me concentre pas à ce moment-là sur les sensations de mes orteils, sur les bruits ambiants, sur mes bras, sur ma respiration. Au contraire, c'est un exercice très ciblé où je me focalise sur ce que William James appelle des sensations intracrâniennes, des mouvements dans la tête, je crois qu'il dit aussi. Parce que ce qu'il fait remarquer, et je pense que c'est très vrai, il le fait remarquer dans Principles of Psychology, les principes de la psychologie. Il fait remarquer que c'est vrai qu'on s'identifie à pas mal de choses, même à ce qui techniquement n'est pas nous, c'est-à-dire qu'on s'identifie à nos amis, à nos enfants, aux fruits de notre travail. Si jamais on travaille des années et des années sur quelque chose et que tout cela est détruit, on sent véritablement qu'une partie de nous est complètement a disparu. Donc on s'identifie à tout ça, mais on s'identifie aussi à nos possessions, à nos vêtements, et tout ça, ça décrit des cercles concentriques qui se rapprochent d'un noyau. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est plus investi dans le fruit d'un dur labeur que dans nos vêtements, mais tout de même, en général, en gros, on peut dire qu'on s'identifie, pour ainsi dire, aux choses extérieures, mais davantage à nos possessions les plus proches, et davantage à nos vêtements, davantage à notre physique, et encore davantage à nos pensées ou à notre volonté. Mais si on veut vraiment décrire la racine ou le cœur de cette identification ou de cet investissement de l'identité, le point le plus central, le noyau, la chose à laquelle on est le plus identifié, qui est vraiment le centre de la cible de l'identité, ce noyau, en dernière analyse, c'est des sensations intracrâniennes, ou en tout cas tout ce qui se passe au niveau de la tête. Peut-être pas tout, mais certaines choses qui se passent au niveau de la tête. Et c'est une découverte surprenante, et si je me souviens bien, William James ne dit pas qu'on peut se désidentifier, mais dans la perspective d'une philosophie orientale comme le non-dualisme, ça nous donne une très bonne cible pour le projet de désidentification. Désidentification dans le sens où on s'identifie à la conscience elle-même, au fait de l'expérience lui-même, et non à certains de ces aspects contingents. Qui vous êtes, c'est votre expérience. Donc ça, c'est nécessaire, c'est la conscience. Qui vous êtes subjectivement, je veux dire. Mais c'est presque une tautologie. Vous êtes votre expérience en ce moment même.
Ça, c'est nécessaire. Par contre, ce qui est contingent, ce qui peut ne pas être, c'est tout un tas d'aspects de votre expérience, comme les couleurs que vous voyez en ce moment. Vous pouvez tourner la tête et vous en voyez d'autres, ça change. Et pareil pour les sons, les goûts, les sensations, même la connaissance d'où se trouvent vos parties du corps dans l'espace, même ça peut être altéré. Mais même votre perception de l'espace et du temps et de la douleur, le plaisir, tout ça change. Alors j'ai un petit peu perdu le fil de mes pensées, mais je crois que ce que je voulais dire, c'est il y a une racine de l'identité, de l'identification qui se trouve au niveau de la tête, et par un exercice d'introspection habile, on peut déraciner cette identification. Il faut juste apprendre à le faire. Et c'est pas un exercice d'introspection intense, comme la première partie de la pratique où il faut se concentrer plus ou moins intensément pour atteindre le résultat escompté. Là, dans ce cas-là, il suffit de, pour ainsi dire, tourner le regard vers ce cœur de l'identification. Et dans ce premier instant d'introspection, dans cette première milliseconde d'introspection, simplement se rendre compte qu'elle est contingente. Ce à quoi nous sommes instinctivement le plus identifiés n'est pas vraiment qui nous sommes, parce que ça peut ne pas être. Tandis que l'expérience elle-même, le simple fait d'être conscient de ce noyau, l'expérience elle-même, la conscience ou la subjectivité, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, ça c'est qui vous êtes. Pas une pensée qui vous traverse l'esprit, ni, pour ainsi dire, une sensation intracrânienne qui vous traverse l'esprit. Ou une sensation de tension autour des yeux, ou en apparence derrière les yeux. Ça c'est la façon dont Alan Watts le décrit, pas William James, un autre philosophe. Et pour cet exercice, généralement, ce que je fais, c'est que j'ouvre les yeux parce que ça aide, parce que il y a ce que je vois, et clairement, ma tête n'est pas ce que je vois, n'en fait pas partie. Pourtant, j'imagine constamment ma tête, je suis self-conscious, je triangule ma position, généralement à partir du regard des autres, et c'est pas comme si cette imagination visuelle n'avait aucun appui. Je m'appuie sur mon expérience avec les miroirs, et je m'appuie surtout sur mes sensations crâniennes. Donc voilà, le but de l'exercice, c'est de chercher son ego derrière ses yeux, pour ainsi dire, et puis se rendre compte qu'il n'est pas là. Ce qui désactive toutes les souffrances égocentriques et pas mal de névroses. Et ce qui est important avec cet exercice, lorsque vous tournez votre attention sur elle-même, parce que c'est ça, ces sensations intracrâniennes, c'est les sensations qui sont associées aux différents mouvements de votre attention, de votre concentration, de votre focalisation. Donc une autre façon de le dire est de tourner votre attention vers elle-même, la retourner contre elle-même. Dans ce premier instant, ça c'est quelque chose sur lequel Sam Harris insiste bien, soit vous voyez l'absence d'ego, soit vous ne le voyez pas. Pour le dire autrement, soit vous voyez en quoi vous êtes votre expérience et non ces aspects contingents égocentrés de votre expérience, soit vous ne le voyez pas. Une erreur assez courante et qui vaut pour les deux situations, le fait de voir la vérité ou non. L'erreur, c'est de persévérer avec intensité dans son attention. De se dire, si je me concentre suffisamment intensément sur le phénomène qui se présente à la conscience, là, alors quelque chose va céder ou je vais creuser plus profondément dans ma subjectivité et découvrir la vérité. Et c'est aussi une erreur qu'on peut faire même si on voit ce qu'il y a à voir. Sauf que cette fois-ci, on fait l'erreur parce que on veut stabiliser cette expérience de nirvana et on se dit que pour la stabiliser, il faut se concentrer intensément dessus. Et puis bien sûr, il y a un autre cas de figure dont j'ai parlé dans le premier épisode, qui est celui de ceux qui n'ont pas assez d'expérience dans la pratique de la pleine conscience,
pas assez intégré les leçons de la méditation et qui, lorsqu'ils font l'expérience de l'identification à la conscience pure et de la désidentification au noyau égocentrique du simple fait qu'ils portent leur attention à ce noyau, lorsqu'ils font l'expérience de tout ça, ce qu'ils découvrent leur semble tellement trivial et superficiel qu'ils cherchent ailleurs parce que si on leur a dit que l'éveil spirituel et que le nirvana est à trouver dans cet exercice, il leur semble que ça devrait pas être aussi banal que cette expérience-là, et donc ils passent à côté. Bref, je fais une distinction entre une focalisation habile et une focalisation intense. Je ne sais plus de quelle tradition vient cette analogie, mais on peut dire que si vous voulez entendre le son d'une cloche, le vrai son d'une cloche, la façon dont le son croît et retombe dans le silence, pour entendre ce son-là, le vrai son d'une cloche, vous devez la frapper une fois, et c'est tout, attendre. Si vous martelez la cloche, vous n'entendrez pas ce son parce qu'il retombera jamais. Donc c'est pas une question d'intensité, c'est une question d'habileté. Avec l'exercice Dzogchen, vous devez tourner votre attention sur l'attention elle-même, ou ce que vous confondez avec l'attention, étant donné que ces sensations crâniennes accompagnent tous vos mouvements mentaux. Et lorsque vous faites cela, si ça marche pas, si vous remarquez pas ce qu'on vous a dit qu'il était pertinent de remarquer, la solution c'est pas de marteler la cloche. C'est de laisser tomber cette première tentative et de recommencer avec une nouvelle tentative qui n'est pas juste la continuation intense de la première. Et une fois que vous avez remarqué ce qu'il y a à remarquer avec cet exercice d'introspection, c'est tout, c'est bon, il n'y a rien à faire d'autre. J'utilise ces 5 dernières minutes de ma pratique pour donner le ton à la journée, en me rendant évident le fait que seule l'identification à la conscience est nécessaire, ne peut pas être autrement, là où au contraire l'identification avec tout ce qui apparaît à la conscience, pensées, sensations, images, idées et contingents, peut ne pas être, peut être désamorcé, au cas où ça me fait souffrir. Et c'est ce que je fais, c'est au cours de la journée, lorsque j'en ai besoin, je reproduis ces 5 dernières minutes. Sauf que ça me prend que quelques secondes, parce que ça me prend pas 5 minutes. Voilà, donc je pense que j'ai tout décrit. Je peux ajouter quelques détails, par exemple. Comme la méditation de pleine conscience, Vipassana, requiert des pouvoirs de concentration relativement intenses, mais aussi relativement détendus, étant donné qu'on surestime dans une large mesure à quel point la méditation requiert de la concentration. On le surestime pour se trouver une excuse pour pas méditer. La méditation de pleine conscience ne requiert pas tant de concentration que ça, mais une certaine concentration quand même. Relativement plus forte que l'exercice Dzogchen, je dirais. La conséquence, c'est que si vous avez peu dormi, ou que vous avez la santé ravagée par une mauvaise grippe, dans ce cas-là, c'est difficile de méditer en pleine conscience. Encore une fois, mais je le répète tout le temps, si par pleine conscience, on veut dire Vipassana et la tradition qui vient avec. La façon dont elle est décrite en ce moment, la pédagogie qui lui est attachée, ce genre de choses. Et pourquoi est-ce que je dis tout ça ? Ah oui, parce que... Oui, donc ma pratique, c'est ça, c'est que si j'ai mal dormi ou que je suis malade, je pratique 5 minutes de Dzogchen, mais pas le reste de Vipassana. Pas les 10 minutes, ou même les 15 minutes. Et sinon, une dernière précision, et un dernier conseil. J'ai mentionné le fait que je perdais l'habitude de méditer de temps en temps. Je perds de temps en temps l'habitude, c'est ça que je veux dire. Et la solution que j'ai trouvée, c'est que si j'ai perdu l'habitude, étant donné tous les fantasmes névrosés qui s'interposent entre moi et le fait de méditer de nouveau, toutes les excuses que je me donne, toutes les façons dont j'imagine que ça requiert du temps, de la concentration, de l'énergie. Étant donné cela, ce que je fais, c'est que je choisis une musique de 5 minutes, ou une chanson de 5 minutes, et j'essaye de l'apprécier en pleine conscience.
parce que je sais que j'ai le temps d'écouter une chanson. Donc me trouver des excuses pour ça, c'est difficile. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça pour 2 ou 3 jours avec de la musique, progressivement, je reviens à l'habitude des 15-20 minutes. Oh, une autre chose que j'ajouterais, c'est que j'ai dit que les bruits que font le voisin ou que la musique ne sont pas incompatibles avec la méditation, mais je suis pas certain de la compatibilité entre la méditation et le fait d'être exposé à des conversations ou une langue que vous pouvez comprendre. Et par extension, les paroles d'une chanson qui sont dans une langue que vous parlez. C'est pas quelque chose que je recommanderais personnellement. Je suis même pas sûr de recommander les méditations guidées comme le fait Christophe André, où il vous donne les instructions en temps réel sur comment méditer. Je pense que c'est bien pour apprendre, mais ensuite on doit s'en libérer au risque que ça ne soit plus qu'une simple séance de relaxation. Et je pense pas que la méditation se résume à une séance de relaxation, étant donné que le but est de remarquer quelque chose de pertinent sur la structure de votre expérience et d'en intégrer les implications. Et je pense qu'on peut se relaxer sans cela. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais pour ce qui est d'être en présence d'une langue que vous comprenez et d'une conversation qui porte pas sur la méditation, je sais pas exactement pourquoi je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la méditation. Peut-être que c'est pas incompatible, mais que notre ego étant façonné par l'intersubjectivité de la façon que je décrivais plus tôt, c'est peut-être pas surprenant que la simple présence d'un dialogue, raisonnement discursif, ou simplement le regard d'autrui, active notre ego de tas de manières. Et en fait, c'est juste un conseil que je donnerais pour les débutants, parce que l'activation de l'ego, disons plutôt l'illusion de l'ego, c'est-à-dire confondre l'ego avec une loi nécessaire de notre expérience, cette activation-là peut être un bon exercice, parce que l'exercice consiste à repérer et désamorcer l'ego, la conscience de soi, self-consciousness. Ce que j'aime bien faire de temps en temps avec ces 5 dernières minutes de Dzogchen, c'est de me souvenir d'un moment où j'ai ressenti de l'embarras, ou de la honte, ou de la colère, et tester ma focalisation habile en ayant pour critère la réduction de la souffrance. C'est un excellent exercice parce que ça confirme qu'on ne perd pas son temps en pratiquant ce genre de choses. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je tourne mon attention vers elle-même, je remarque qu'il n'y a pas d'ego, ou pour le dire autrement, que ce que un moment plus tôt j'appelais « je » n'est en fait pas moi, étant donné que je suis mon expérience et sa structure et les lois nécessaires qui façonnent l'expérience, et non pas les régularités statistiques ou les aspects contingents qui apparaissent à la conscience. Donc bref, je cherche mon ego, je ne le trouve pas, et ce que je fais, c'est que je réactive l'égocentrisme en me souvenant d'un moment où j'ai été embarrassé ou honteux, et puis je refais ce que j'avais fait tout à l'heure, je cherche mon ego. L'illusion est un peu plus robuste parce que la honte concentre mon être sur cet ego, comme si c'était une loi nécessaire de la subjectivité. Mais finalement, par introspection habile, par étude de bêtement mon champ de vision, mes sensations intracrâniennes, la chaleur de mes joues si je rougis, et peut-être un petit peu ce qui se passe dans mon torse, je me souviens plus exactement comment je ressens la honte, mais quelque chose comme ça. Par introspection habile, et non pas introspection intense, parce que je sais ce que je cherche, parce que j'ai quelques idées sur la façon dont la souffrance est organisée, j'arrive à désamorcer la honte assez rapidement. Et bon, je pense que je vais terminer cet épisode pour aujourd'hui, mais je vais juste vous assurer pour finir que je suis pas libéré de la souffrance pour toujours. Tout cela, ça marche seulement quand on pense à appliquer le remède, et on n'y pense pas toujours.
Et c'est peut-être pas en notre pouvoir d'y penser toujours. Mais peut-être que tout ça, c'est matière pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez me contacter à lemiroirtranquille@outlook.fr. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur votre propre pratique spirituelle, ça m'intéresse beaucoup. Je ne vous répondrai pas en expert parce que je ne suis pas psychologue et que ça serait irresponsable pour moi de prétendre à cette autorité-là. Donc je vous répondrai en amateur et amoureux de la méditation, disons. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.